Donc, merci d'être présent. C'est un thème qui visiblement n'attire pas les foules, mais on a aussi la date du 12 décembre qui n'est pas toujours évidente, sur une thématique quand même très segmentante. Mais l'avantage de ces vendredis du CDG, c'est qu'on les enregistre, qu'on les met sur les. Ah, vous n'êtes pas enregistré, hein, moi je le suis, et on le met en replay sur notre site internet, et on a quand même beaucoup de vues sur ces replays. Mais on ne pourrait pas avoir de replay si on ne les organisait pas. Et donc, comme on le répète à chaque fois, on est toujours aussi à l'affût de thématiques que vous pourriez nous demander. Bonjour. À défaut de thématiques, c'est nous qui les proposons. Et comme vous le savez, l'année 2026 va être une année d'élection, élection municipale, élection également au niveau du centre de gestion avec le renouvellement des instances. Et puis, fin 2026, renouvellement des instances représentatives du personnel, donc élection professionnelle prévue en décembre 2026. On refera une réunion spécifique sur ces élections, et c'était bien pour cette fin d'année et préalablement à cette période de reprendre quelques points sur le droit syndical. Le droit syndical, c'est quelque chose d'assez vaste, on ne pourra pas aborder l'ensemble des thèmes. Il y a des thèmes sur lesquels je vais passer un petit peu vite, et puis des thèmes sur lesquels on va s'attarder, notamment en lien avec les élections professionnelles. Bon, je mets un souci de PC ce matin. Le droit syndical, c'est quelque chose qui est extrêmement normé. Il y a beaucoup de textes qui sont applicables, hein, donc je ne connais pas tous par cœur, mais c'est quelque chose sur lequel on a toujours des références juridiques. C'est vrai qu'au niveau du centre de gestion, surtout depuis un petit moment, on se retrouve avec beaucoup de questions, beaucoup de thématiques, je pense à la vôtre, auxquelles on n'a pas de texte qui prévoit certains cas de figure. Donc on est parfois un peu désœuvré, mais là, en matière de droit syndical, c'est relativement normé. Et je reviendrai simplement sur 2025, qui a vu la codification du décret de 85. Et donc, vous avez maintenant tout ce qui est prévu dans le Code général de la fonction publique, notamment dans la partie réglementaire, la deuxième partie de la réglementation du CGFP qui a été fait au mois de juin. Pour autant, je vous avoue que, comme disait Mark Twain, on ne se débarrasse pas d'une habitude en la jetant par la fenêtre. Je continuerai pour l'instant à vous parler du décret, je vous parlerai de l'article 5, de l'article 6, de l'article 16, de l'article 17, de l'article 18, même s'ils ne sont plus vraiment la référence réglementaire, et vous avez le tableau des correspondances entre le décret numéro 85-397 avec les articles qu'on a l'habitude de nommer, et puis les nouvelles références réglementaires du Code général de la fonction publique. Donc même entre nous, on continue à parler d'article 16, article 17 pour les ASA, on va les cortiquer un petit peu après. Donc je continuerai sur ce vocable-là, même si c'est plus véritablement la référence réglementaire. Et j'ai passé un certain nombre de temps à regarder si, lorsqu'il y a eu la codification, il y a pas eu d'évolution juridique. Pour la plupart des cas, c'est vraiment un droit constant. C'est vraiment une codification, même si à chaque fois, on regarde au cas par cas. On va vraiment évoquer les conditions générales d'exercice du droit syndical, et après on verra le temps syndical, notamment entre les autorisations spéciales d'absence et les DAS, les charges d'activité syndicale. Et sur les conditions générales, je vais aborder vraiment trois thématiques qui sont les plus importantes par rapport aux questions qu'on peut nous poser. Il y en aurait d'autres qu'on va évoquer plus succinctement, mais on va évoquer les locaux syndicaux et les équipements, l'affichage et la distribution des documents d'origine syndicale et les réunions syndicales, donc les réunions auxquelles peuvent participer l'ensemble des agents publics. Je ne parle pas des personnes qui sont dotées d'un mandat syndical, mais les réunions auxquelles n'importe quel agent peut demander, on verra dans quelles circonstances, éventuellement, des autorisations spéciales d'absence qui là se découpent en heures en fonction du type de réunion. C'est après, lorsqu'on verra le temps syndical, qu'on verra le temps réservé aux personnes investies d'un mandat. Sur les locaux syndicaux, les collectivités employant au moins 50 agents doivent mettre à disposition des organisations syndicales un local. Alors ça peut être un local commun si vous êtes entre 50 et 500 agents, et puis à partir de 500 agents, ce sont des locaux qui sont distincts en fonction des organisations syndicales qui sont représentées au CSP ou au CSFPT ou qui ont une section syndicale au sein de la collectivité, ce qui n'est pas toujours le cas. Vous pouvez avoir des organisations syndicales
qui sont bien au niveau des instances nationales, mais qui n'ont pas de section au niveau local. Dans ces cas-là, évidemment, ça ne s'applique pas. Donc, il faut regarder la strate au niveau des agents, la strate démographique, pour pouvoir voir si vous devez mettre un local à disposition, un local et des équipements, on va le voir, par organisation syndicale ou distinctement. Donc, pour pouvoir déterminer le nombre d'agents, on prend le nombre de fonctionnaires titulaires, les stagiaires, et les contractuels de droit privé et les contractuels de droit public, y compris les fonctionnaires qui sont accueillis dans le cadre de détachement ou de mise à disposition. Et par parallélisme, sont exclus les agents que vous avez dans votre tableau des effectifs, mais qui sont mis à disposition et qui sont détachés dans des organismes extérieurs. Donc là, on va regarder le nombre d'agents dont vous disposez pour pouvoir voir les obligations qui pèsent en matière de locaux et en matière d'équipement. Et ça, c'est un leitmotiv que je vais utiliser pendant toute la présentation. Il est impératif d'avoir toujours une photographie fidèle de l'ensemble de vos effectifs au sein de vos collectivités, et on le verra que nous, on a besoin d'avoir aussi une photographie fidèle de vos effectifs au sein de la collectivité. C'est pour ça qu'on insiste à chaque fois sur la transmission des documents et des actes administratifs, parce que nous, ça peut fausser un certain nombre de calculs. Donc, je vous ai dit que j'avais mis des photos, des images pour une fois. Je n'ai pas fait quelque chose de très austère. Je voulais finir là, mais j'ai un problème d'ordinateur. Qu'on doit mettre à disposition des moyens pour la reprographie du mobilier à l'ordinateur, une connexion Internet, des lignes téléphoniques, mais à défaut, et en lien et en accord avec les organisations syndicales, on peut verser une subvention qui permet de louer ou d'équiper un autre local. Donc, je crois que c'est ce qu'on fait, nous, au niveau du centre de gestion. Ça peut, ici, on va avoir du mal à leur trouver un local et ce ne serait pas opportun. Par contre, on peut leur verser une subvention de compensation avec un ordinateur et des règles qui sont fixées, notamment pour le traitement des données personnelles. Il faut que lorsqu'on met à disposition un local et de l'équipement informatique, il y a aussi une charte des TIC, technologies de l'information et de la communication, puisque par définition, les organisations syndicales gèrent un certain nombre de données personnelles. Donc, on ne fera pas le RGPD appliqué aux organisations syndicales, on va juste l'évoquer à la fois sur la mise à disposition des équipements, et puis, parce que ce qui va nous intéresser en 2026, la communication des listes électorales, puisque là, les organisations syndicales ont un droit d'avoir une communication des listes électorales. Par contre, c'est uniquement à cette fin-là et pas à d'autres fins. Donc, il y a des attestations à produire, mais comme pour les élections municipales ou les organisations politiques, on doit avoir communication des listes électorales, mais en signant une attestation pour dire que c'est uniquement à des fins de distribution de la propagande électorale. Donc, il y a tout un arsenal à mettre à disposition des organisations syndicales. Je vous le répète, si vous avez plus de 50 agents, et puis au-delà de 500 agents, c'est par organisation syndicale. Donc, c'est juste le temps qu'il reprenne sa respiration. Bon, c'est bon. Il ne respire pas bien, oui. Juste nous qui gérons, qui avons en charge le CST des collectivités de moins de 50 agents, quand nous avons 4 organisations syndicales représentatives, et nous versons une subvention de 4 500 € par an à chaque organisation représentative, qui sont FO, je ne sais pas dans l'ordre, mais FO, CGT, CFDT, ceux qui siègent au niveau du CST, donc pour les collectivités de moins de 50 agents. Donc on compute tout et nous, on assume cette obligation pour les agents. Tous les EDG ne donnent pas autant. On est généreux. Non, on n'est pas généreux, mais on a donné pendant très longtemps 4 000. Il y a 2 ans, le conseil d'administration a proposé 4 500. Ils nous rendent des comptes. Hein. En fait, chaque année, ils nous donnent un décompte de ce qu'ils ont fait avec les 4 500 €. Ah oui. Je mettrais 5 000, ils étaient 5 000. Ouais, c'est sur justificatif, mais en fait, là, c'est en compensation de dotation matérielle qu'on leur devrait par rapport à la réglementation. Autre point sur lequel on est régulièrement aussi interpellé, c'est sur l'affichage et la distribution, j'ai mis les deux, de documents d'origine syndicale, puisque là aussi, en fonction de la strate, l'autorité territoriale, il y a un certain nombre de règles qui doivent être respectées en matière d'affichage et en matière de distribution. Déjà, que ce soit en matière d'affichage ou de distribution,
l'autorité territoriale doit être immédiatement avisée de tout affichage ou distribution de tracts électoraux ou de choses comme ça. L'autorité a la possibilité de vérifier si c'est bien d'origine syndicale, et dans ce cas-là, dans le cas contraire, il peut en demander le retrait. Il peut demander le retrait d'un document d'origine syndicale s'il s'agit de documents diffamatoires ou injurieux. Là, la jurisprudence elle est très claire là-dessus. Alors, il va falloir motiver, toujours, pourquoi il y a une demande de retrait de ce genre d'actes. Et là, je dis que c'est à la fois sur l'affichage, mais également de la distribution. L'absence de transmission d'un exemplaire du document ou des éléments substantiels. On n'est pas obligé d'avoir le document en lui-même. Par contre, on doit avoir les éléments substantiels apparaissant dans le document sont ensuite affichés ou distribués par un fonctionnaire, un militant syndical. Et s'il y a un défaut de transmission, la jurisprudence considère qu'il peut y avoir sanction administrative au niveau disciplinaire. Car le droit syndical, c'est un droit et une obligation, donc c'est toujours un équilibre. Le droit d'adhérer à un syndicat et la contrepartie d'un certain nombre d'obligations, notamment en matière de transparence et de transmission des documents à l'autorité territoriale. La distribution doit être assurée par des agents qui ne sont pas en service ou alors qui bénéficient d'un DAS, on appelle des charges d'activité syndicale, si c'est prévu pendant les heures. Donc l'agent qui est en service n'a pas le droit d'avoir cette activité syndicale s'il n'est pas en DAS, donc il n'a pas le droit de distribuer sur son temps de travail, ce qui peut se comprendre intellectuellement, il n'a pas le droit sur son temps de travail de procéder à la distribution d'actes syndicaux, il le fait en dehors du temps de service et ça ne doit pas porter atteinte au bon fonctionnement du service. S'il y a atteinte au bon fonctionnement du service en matière de distribution, cela se fait notamment lorsque il y a des heures d'ouverture au public, et ben on le fait en dehors des heures d'ouverture au public. Voilà, à la sortie, quand vous allez récupérer votre véhicule, votre automobile, là, vous pourrez avoir quelqu'un qui vous distribue un tract. Là, on considère que ça ne porte pas atteinte au bon fonctionnement du service. Par contre, si vous êtes en pleine activité et qu'on vient vous donner un tract, là, il peut y avoir une distorsion au niveau du fonctionnement du service. Et puis, s'agissant de l'affichage, c'est toujours sur les panneaux qui sont réservés à cet effet. Vous avez des panneaux. Alors, est-ce que c'est un panneau par syndical ou un panneau tout le monde, ça va dépendre là aussi du nombre d'agents que vous avez. Et c'est vrai que j'ai été interrogé, mais je n'ai plus en tête, la dimension minimale des panneaux, parce qu'on a été interrogé là-dessus. Alors, sur le lieu d'affichage, c'est forcément un lieu accessible au public, c'est-à-dire à un endroit où les gens passent. Si vous le mettez au fond de la réserve, ce ne sera pas considéré comme un affichage. Et là, c'est vrai que les jurisprudences sont vraiment du cas par cas. Là, j'ai été interrogé il y a quelques temps sur savoir les dimensions suffisantes d'un panneau d'affichage. Donc, j'avais été rechercher de la jurisprudence dans lequel il y avait un bâtiment de 4 étages. Le panneau était au 3e étage. Donc, est-ce que les gens qui ne vont jamais au 3e étage y ont accès, etc. La jurisprudence a considéré que c'était suffisant. Et après, j'étais à voir sur la taille du panneau en fonction du nombre d'organisations. Donc voilà, il faut vraiment que ce soit disponible, accessible et que ce soit vraiment suffisant. Là, le juge ira vraiment sur l'erreur manifeste d'appréciation. Et ce qui est intéressant sur l'affichage et la distribution, c'est toujours information de l'autorité territoriale, que ce soit uniquement des informations syndicales non injurieuses et non diffamatoires, et communication préalable du document. Ça, c'est le triptyque qu'il faut en permanence atteindre. Une fois qu'on a respecté ces dispositions, il n'y a aucun souci pour avoir ce genre de communication. Ça va là-dessus? Troisième point que je voulais aborder avec vous, les réunions syndicales. Donc, et ça, je vais faire écho aux élections 2026. Donc là, je reviens sur ce que je disais en propos introductif. Je parle bien des réunions organisées pour que les agents publics non syndiqués puissent y participer. C'est pour ça que je parle de réunions d'information syndicale. Vous, moi, on a la possibilité de participer à un certain nombre de réunions sur notre temps de travail. On va voir qu'il y a parfois certaines limites. Et je parle bien de ça, je ne parle pas des gens qui ont un mandat syndical. J'ai remis les références réglementaires, puisqu'on a toujours la codification, donc c'est l'article R 213-33 du Code général de la fonction publique, qui est l'ex-article 5, donc moi je parlais encore d'article 5,
et l'article R213-43 du CGFP, qui est l'ex-article 6. Et donc, on va avoir deux types de réunions. Les réunions syndicales à destination des agents, avec les réunions statutaires ou d'information qui relèvent de l'article 5, et les autres réunions qui relèvent de l'article 6, sachant que vous aviez les réunions mensuelles d'information, c'est l'ex 6A, et les réunions d'information qui sont l'ex 6.3. Je vais le décliner après, mais en deux mots, les réunions statutaires ou d'information, c'est hors du temps de travail. Donc, si vous voulez y aller pendant vos congés, après votre journée de travail, à ces réunions d'information, vous faites, entre guillemets, les agents font ce qu'ils veulent, ils n'ont pas à demander une autorisation d'absence à son employeur, puisque je suis en dehors de mon temps de travail, alors que là, ce sont des réunions mensuelles d'information limitées à 12 heures par an. Et là, c'est les réunions d'information spéciales, spécifiques, dans le cadre des élections professionnelles. C'est les réunions qui ont lieu 6 semaines avant le premier scrutin. Je vais le redécliner. Donc, sur les dispositions communes, ces réunions, quel que soit le motif, doivent avoir lieu dans les locaux hors des locaux ouverts au public, et toujours ne pas porter atteinte au bon fonctionnement ni du service, ni entraîner une réduction de l'ouverture des services au public. C'est-à-dire que si une organisation syndicale souhaite faire une réunion d'information pour les agents du centre de gestion, on ne va pas dire on va vous fermer le centre de gestion pour 2 heures pour que tout le monde puisse y faire. Par contre, de dire on peut le faire de 18h à 19h, et puis les agents du centre, sur leur temps libre, viennent ou ne viennent pas, ça ne pose pas de souci. Donc, une OS qui souhaite tenir une réunion dans l'enceinte du bâtiment, le cas échéant, parce qu'on peut manquer de ça, il adresse une demande à l'autorité territoriale une semaine avant. C'est souvent des problèmes de locaux et pas des problèmes d'horaire. C'est vrai que si vous faites une réunion, une organisation syndicale veut faire une réunion dans une commune, elle va demander à avoir la salle des fêtes ou la salle du conseil, etc. Ça pose pas de souci. Par contre, ce sera en dehors des heures de travail pour que tout le monde puisse le faire. Et puis, la personne qui travaillait à ce moment-là, elle pose un congé, elle pose 1 heure, mais elle doit être hors de son temps de travail. Donc, les réunions d'information statutaire, en principe, dans l'enceinte et en dehors des heures du service, en cas d'indisponibilité, c'est dans les locaux et pendant les heures du service, seulement pour les agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence au titre du mandat syndical. Donc ça, c'est vraiment les réunions d'information générales. Donc vous voyez bien que là, c'est pas contingenté, il n'y a pas un nombre d'heures maximum, c'est pas réglementé, bien qu'ils veulent. De toute façon, j'ai envie de dire, c'est sur le temps libre des agents et non pas informer l'employeur en disant j'ai participé à une réunion d'information samedi matin de 9h à 10h alors que je travaille pas. J'ai pas forcément à me justifier. Donc ça, c'est les réunions statutaires de l'article 5. Et là, maintenant, je viens sur les réunions mensuelles d'information qu'on appelle les ex-articles 6-1. Donc, ne m'en veuillez pas si je ne prends pas le vocable de la réglementation depuis la codification. Et là, peuvent être organisées par les seules organisations syndicales représentatives. Donc, représentatives au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale et ayant une section syndicale au sein de notre collectivité. C'est-à-dire que la première, vous avez vu que c'est toutes les organisations syndicales qui peuvent organiser ce genre de réunion. Là, je suis simplement sur les organisations syndicales représentatives. Et là, tout agent public peut y participer sans perte de traitement. Possibilité de participer pendant les heures de travail. Donc là, c'est véritablement pendant les heures de travail, à raison d'1 heure par mois maximum, on peut regrouper par trimestre. Donc ça pourra jamais être plus de 12 heures par an. C'est une ASA de droit, autorisation spéciale d'absence qui est de droit, avec possibilité d'avoir 1 heure pour y participer. Ce qui signifie que si vous avez des agents qui vous disent je voudrais participer à une réunion, demandez-leur. Normalement, ils doivent vous le dire sans que vous leur demandiez. C'est un article 5, c'est un article 6.1 ou c'est un article 6.3 pour savoir si vous allez accorder une ASA, si ça va être contingenté, si c'est libre, etc. Et c'est vrai que nous, que ce soit sur ça ou sur les ASA, avec Claudine, et Yamina et Ali, on se bat souvent pour savoir, mais c'est une réunion sur la base de quel article? Dites-moi sur quel article, il n'y a pas de souci, mais il faut bien que je sache si c'est dans le quota des 12 heures, c'est sur le temps libre de l'agent, ou si c'est sur le quota qu'on va voir tout à l'heure.
Donc là, on a la possibilité d'y participer. Donc ça, c'est vraiment des réunions de droit commun. Et toujours pareil, hein, on peut vous accorder une ASA sous réserve des nécessités de service, c'est-à-dire que si vous refusez qu'un agent prenne 1 heure pour une organisation, pour une réunion type article 6.1, il va falloir le motiver. Enfin, pourquoi, en quoi ça perturbe trop le service pour le refuser? De toute façon, toute décision individuelle défavorable doit être notifiée et motivée. Et vous aurez en 2026 les réunions d'information spéciale, donc de l'article 6-3, je reviens pas sur tout à l'heure, et là vous avez en plus des 12 heures annuelles, une ASA d'1 heure par agent pour chaque organisation syndicale candidate aux élections professionnelles. Donc là vous avez la première réunion, toutes les organisations syndicales. Deuxième type de réunion, les organisations syndicales représentatives. Troisième type de réunion, les organisations syndicales ayant présenté une liste aux élections professionnelles, donc aux élections de décembre 2026. Donc là, c'est la destination de tous les agents, et c'est pour ça qu'ils peuvent demander communication de la liste électorale pour pouvoir gérer leurs critères de diffusion, toujours dans le respect du RGPD, qui s'ajoute aux 12 heures qu'on a vues précédemment. Et là, c'est au sein des services dont le personnel est concerné par le scrutin. Puisque vous pouvez avoir, je vais faire quelque chose de spécifique pour les agents de catégorie C, puisque je suis sur des scrutins qui sont différents. Et ça, c'est une réunion par OS candidate aux élections dans les 6 semaines avant le premier tour. Donc, dans les 6 semaines avant le premier tour, il y a une possibilité de faire des réunions, des ASA. Et là, les organisations syndicales peuvent très bien communiquer auprès des agents en disant on organise une réunion, mais dans la mesure où il s'agit d'une réunion fondée sur l'article 6.3 du décret, je vous informe que vous disposez d'une ASA d'1 heure pour pouvoir y participer. Et les agents qui souhaitent y participer, adressent une demande à l'autorité territoriale au moins 3 jours avant la réunion, toujours sous réserve de ces services, mais là encore, le juge est très pointilleux sur le droit syndical. Si vous refusez ce type d'ASA, il va falloir vraiment bien motiver. On ne peut pas dire simplement sur les sites de service, non. Quelle nécessité de service empêche l'agent de pouvoir participer à ces réunions? Donc là, on est vraiment sur 3 types de réunions qui sont vraiment distinctes et sur lesquelles on insiste à chaque fois, puisque souvent quand on a des questions, on ne sait pas de quel type de réunion on parle. On a un agent qui veut participer à une réunion d'information syndicale. Oui, mais dites-nous sur quel fondement. Et c'est pour ça qu'il faut avoir aussi un dialogue avec les organisations syndicales. Donc, notez article 5, article 6.1, article 6.3, puisque ça n'obéit pas à la même réglementation. Ça va sur les réunions? Vous en aurez des réunions dans les 6 semaines qui vont précéder les élections, vu les tailles de collectivités qui sont représentées, vous aurez des demandes de régularisation. Donc là, vous serez armé pour demander aux syndicats, si vous voulez faire une réunion type article 5, faites-le et faites tout ce que vous voulez, c'est sur votre temps libre. Puis si vous voulez que je donne 1 heure d'ASA à mes agents, vous le faites sur le fondement dans 6.3 parce qu'il n'y aura qu'1 heure qui pourra être accordée. Deuxième point que je voulais aborder avec vous, toujours en lien avec les élections professionnelles, ça va être le temps syndical. Et là encore, j'ai remis les références, donc à 214-39 et 34 qui sont les articles 16, de 214-38 et 214-43 qui sont l'ex-article 17, et puis l'autre référence qui sont l'ex-article 18. Mais je reste pour l'instant sur les 16, 17, 18, parce que les autres articles, je ne les connais pas par cœur. Je ne sais pas si je les connaîtrai à jour. En plus, ça ne suit pas l'ordre. Donc, je préfère pour la clarté du propos rester sur les références du décret de 85 et pas de la codification. On va revoir tout ça, donc je ne veux pas y expliquer. C'est vraiment sur un tableau des correspondances entre les fondements juridiques qui seront mentionnés. Donc, j'ai essayé de faire plusieurs présentations parce que vous allez avoir, et je vois celui-là,
deux types de temps, mais là j'insiste, c'est vraiment les gens qui sont dotés d'un mandat syndical pour le coup. Hein. Je ne parle plus des agents non syndiqués. Il y a deux types de temps, les autorisations spéciales d'absence et le crédit de temps syndical. Là, il n'y a pas de contingent. On le verra après. D'accord? Ça veut dire que il n'y a pas de limite. Et ensuite, vous avez le crédit de temps syndical qui, lui, est contingenté. Mais parmi le crédit de temps syndical, vous avez également des ASA. Autorisation d'absence, oui. Des AA, mais j'ai des ASA plusieurs fois. Et vous avez des DAS. Contingenté, ça veut dire qu'on va définir un certain nombre d'AA et un certain nombre de DAS en heure en fonction des prochaines élections professionnelles. Les limites vont être fonction des prochaines élections professionnelles et donc à la fois de la fiabilité de notre liste électorale qui va déterminer le gâteau à se répartir et puis ensuite du nombre de sièges et du nombre de voix auxquels auront droit les différentes organisations syndicales. Donc nous, c'est pour ça qu'il y a Ali et Yamina pour le CSC, on va relancer les communes pour être sûr d'avoir une liste électorale qui soit à jour. Parce que ça va déterminer le crédit de temps syndical qu'on devra répartir au niveau des autorisations d'absence et au niveau des DAS. Les autorisations hors contingent, ce qu'on appelle l'article 18, pose moins de soucis, puisqu'on va voir que ça, c'est en gros le CST, CAP, CCP. Donc là, il n'y a pas de contingent, puisque c'est à chaque réunion qu'il y a une autorisation spéciale d'absence qui est de droit. Donc ça, à la limite, ça, à nous, ça ne nous gêne pas. Par contre, les autorisations spéciales d'absence et les DAS, nous, là, pour le coup, c'est vraiment important pour nous de savoir ce qu'on doit répartir. Bon, là, c'est qui est fait. Pour une fois que je l'ai fait, c'est fait. Donc, pour pouvoir être le plus clair possible, je suis reparti des autorisations spéciales. Alors, les autorisations d'absence, bon, j'ai mis hasard, mais voilà, les autorisations spéciales d'absence pour mandat syndical et pour les organismes statutaires. Donc, les autorisations spéciales d'absence vont être de trois types. Les articles 16 pour participer au congrès, aux réunions des organismes directeurs des organisations syndicales. Les articles 17, autorisation pour des réunions de travail ou des négociations qu'on va voir après. Et ensuite, les articles 18 pour les membres des organismes statutaires. Nous, ce qui nous intéresse, nous, au centre de gestion, c'est souvent l'article 18, principalement ça. Mais pour le reste, ça nous intéresse d'un point de vue financier. Ça ne nous intéresse plus au niveau de l'organisation de nos instances paritaires. Mais Claudie, je pense, va dire un petit mot ensuite sur le rôle du centre de gestion, puisque ça, je l'évoque également. Les autorisations d'absence, sur les articles 16 et 17, il y a un certain nombre de dispositions communes. Pour bénéficier de ces ASA, de ces autorisations d'absence, les agents devront avoir été désignés selon les dispositions propres des organisations syndicales. Donc il faut que je sois investi d'un mandat de la section syndicale compétente. Donc là, pas l'organisme directeur, pas au niveau national, vraiment sur la section territoriale, on a déjà eu des cas. Et donc justifier du mandat, et à chaque autorisation spéciale d'absence sur les articles 16 et sur les articles 17, la demande doit être formulée au moins 3 jours avant l'événement, appuyée d'une convocation. Alors j'insiste sur le mot convocation, pas attestation de présence. Ça, c'est l'attestation de présence, c'est dans un autre cas. Là, sur simple présentation d'une convocation, l'agent, présenté 3 jours avant, a une autorisation spéciale d'absence sur les organisations prévues en matière d'article 16 et article 17. On est souvent sollicité sur ces questions-là, et la question qu'on pose, c'est, et là on a aussi les organisations syndicales, mettez dans vos convocations sur quel fondement juridique se base la convocation de l'agent doté d'un mandat syndical. Après, on fait des recherches pour savoir, alors est-ce que c'est un organisme directeur, est-ce que c'est un congrès, etc. Ça nous faciliterait la tâche de savoir sur quels dispositifs normatifs se font de cette réunion. Les demandes peuvent être refusées, et dans ce cas-là, on doit toujours être motivé.
Donc uniquement par rapport à la continuité et au bon fonctionnement du service, et la motivation doit être écrite et comporter un énoncé de considération de droit et de fait qui constitue le fondement du refus, donc le fondement de la décision. Donc sur l'article 16 et l'article 17, contrairement à l'article 18 que je ne peux pas refuser, le 16 et 17, on peut le refuser, mais on doit le motiver. Ça, je dis 1, sur production de la convocation. Deuxièmement, possibilité de refus dès lors qu'il s'agit d'article 16 ou d'article 17. Les articles 16 et 17 peuvent se cumuler entre elles, et on verra au niveau du nombre de jours, puisque vous avez 10 jours et 20 jours, mais c'est limité à 20 jours. Et les délais de route ne sont pas compris dans le calcul de la durée de l'ASA. Parce que si vous avez quelque chose, bah oui, j'ai une organisation, c'est sur Paris, ça commence à 9h, je pars la veille, est-ce que non? Là, la jurisprudence est très très claire. Sur les articles 16 et 17, c'est uniquement le temps de l'organisation, alors que sur l'article 18, il y a un peu plus de temps, notamment le temps de préparation et le temps de trajet. Vous voyez que c'est un peu... Il y a des règles différentes selon le type d'autorisation spéciale d'absence. J'espère en tout cas que c'est clair. Donc, les articles qui auraient les accordés à un même agent au cours d'une même année ne peut excéder 10 jours en cas de participation au congrès, réunion des organismes directeurs, des unions, fédérations, confédérations de syndicats non représentés au Conseil commun de la fonction publique, pas de la fonction publique, pas de la fonction publique territoriale. Donc là, c'est pas représenté, c'est 10 jours. Et quand c'est représenté, c'est 20 jours. Mais comme c'est ou l'un ou l'autre, un agent ne peut pas cumuler plus de 20 jours d'autorisation spéciale d'absence en cumulant à la fois les organisations syndicales non représentées et les organisations syndicales représentées au CCFP. Donc, si on vous donne une convocation fondée sur l'article 16, vous devez savoir si l'organisation syndicale est représentée ou non au Conseil commun de la fonction publique. Et dans ces cas-là, la limite sera soit de 10 jours, soit de 20 jours. Et là, c'est pareil, ça doit être normalement, on essaie de faire en sorte que toutes les informations soient dans la convocation. Si vous pouviez avoir une convocation en disant en application de l'article 16 et considérant que l'organisation syndicale est bien représentée au Conseil commun de la fonction publique, telle personne en vertu de son mandat syndical est convoquée, là c'est tranquille, vous savez ce que vous appliquez comme quota, l'autorisation spéciale d'absence. Donc, mais c'est quand même limité à 20 jours, hein, ou à 10 jours, le cas échéant. On a eu aussi des cas où je crois que la collectivité, dès qu'elle voyait convocation, bah allez-y, j'ai pas le droit, j'ai pas le choix. Ben si, vous avez le choix. Sur l'article 17, là c'est pour participer au congrès, aux réunions statutaires des organismes directeurs d'organisations syndicales d'un autre niveau que ceux mentionnés à l'article 16. Alors là, c'est simplement une retranscription du Code général de la fonction publique. Donc il y a d'autres réunions qui peuvent être organisées que celles qu'on a vues précédemment. Vous avez vu que précédemment, il y avait la limite des 10 heures ou des 20 heures. Eh bien là, il y a une limite, mais la limite, ça va être le contingent que je vous évoquais tout à l'heure, en fonction des élections professionnelles. Donc, en fonction de la liste électorale et du résultat électoral de chaque organisation syndicale, il va y avoir un contingent d'heures d'autorisation spéciale d'absence qui sera affecté à chaque organisation syndicale qui se sera présentée aux élections professionnelles. On le reverra après parce que justement, après, je vous décline le mode de calcul. Et on reviendra sur ce slide-là après. Et enfin, vous avez l'article 18. Là, ce sont les membres du, pour ce qui concerne le CST, la CCP et la CAP, mais ça peut être également le Conseil supérieur de la fonction publique territoriaux, le Conseil social et environnemental, et ainsi que le Conseil économique, social, environnemental et régionaux, le CESER. Donc vous avez un certain nombre de mandats relatifs à des instances, et nous, ce qui nous intéresse, c'est principalement CAP, CCP, et je ne peux oublier CSP. Donc là, dans ces cas-là, sur l'article 18, si, CST, avec la formation spécialisée.
C'est la fin de semaine, je suis aussi fatigué. Donc, nous, les instances représentatives du personnel, alors on appelle les organismes paritaires, c'est plus forcément paritaire, donc j'aime pas trop ce vocable. Mais là, si on vous demande une autorisation spéciale d'absence sur le fondement de l'article 18, il n'y a pas de quota et vous ne pouvez pas refuser, puisque les gens ont été élus pour participer non seulement à ces instances, mais l'article 18 prévoit les instances, mais également les réunions qu'il peut y avoir en cas de négociation, notamment de négociation du protocole syndical. Il peut y avoir un protocole qui doit être négocié avec les organisations syndicales, il peut y avoir des réunions de travail qui soient organisées. Dans ces cas-là, cette réunion de travail fait partie des articles 18. Donc, la prochaine fois que quelqu'un vous demandera une autorisation d'absence pour mandat syndical, il faudra demander, mais c'est sur le fondement de l'article 16, 17 ou 18. Donc, sont concernés les représentants syndicaux titulaires convoqués pour participer à la réunion, les suppléants qui remplacent les titulaires, les suppléants qui sont informés de la tenue de la réunion lorsqu'ils ont vocation à y participer en présence du titulaire dans le cadre de la réglementation propre à chacune des instances. Donc on a un règlement de nos organismes paritaires, on a un règlement du CST qui fixe la présence ou non des suppléants. Si on a dit que les suppléants peuvent assister et non pas participer, ils ont une autorisation spéciale d'absence, mais il faut savoir que ça c'est dans le cadre de la négociation, que ce n'est pas un droit. Et puis, si le CST notamment, ou la CAP, souhaite qu'il y ait un représentant syndical un peu expert dans un domaine, dans ces cas-là, on sera bien sur l'article 18. Donc là encore, c'est sur présentation de la convocation. Donc nous, l'attestation de présence, c'est plus pour les remboursements de frais. Mais ça comprend les délais de route, contrairement aux autorisations de l'article 16 et de l'article 17. Sur les articles 18, je prends le délai de route, le délai prévisible de la réunion et également un délai de préparation de ces réunions. Donc, puisque les CST, il y a la convocation de l'ordre du jour, des dossiers, il faut y travailler en amont. Et là, on peut cumuler ces autorisations d'absence avec les articles 16 et l'article 17 sans souci, puisque ça ne répond pas aux mêmes objectifs. Et donc, l'autorité territoriale ne peut pas refuser l'octroi des autorisations d'absence pour nécessité de service. Donc, je vous produis ma convocation à un CST ou à une CCP. Vous ne pouvez pas dire sur ces services, je vous le refuse. Il va falloir anticiper. Donc, dans vos collectivités, vous devez savoir qui potentiellement peut s'absenter pour ces réunions. Aussi, une question qu'on nous pose souvent sur l'article 18, mais le Conseil d'État vraiment a maintenu son arrêt du 23 juillet 2014. Les agents qui participent aux réunions de l'article 18, pendant leurs jours de congé ou les jours où ils ne travaillent pas, ils n'ont pas récupéré ce temps de travail. Je ne travaille pas le mercredi, il y a un CST le mercredi, donc ça me donne droit à un jour. Non. Autorisation d'absence, mais ça c'est pas pour toutes les autorisations spéciales d'absence. Vous êtes réputé être dans votre collectivité et travailler, mais vous faites autre chose. Donc si vous étiez en congé, par définition, vous n'avez pas c'est pas un congé supplémentaire. Donc c'est une question qu'on a souvent, mais qui a toujours été tranchée. Et il y a vraiment une constance de la jurisprudence. Il n'y a pas de compensation de temps de travail si un agent participe à ces instances alors qu'il était juridiquement en congé. Donc, ça va toujours? Vous avez donc, là je vais aller sur le crédit de temps syndical, c'est pour ça que je vais revenir sur les autorisations d'absence de l'article 17. Vous avez les contingents d'autorisation d'absence et les contingents de DAS. Donc là, il s'agit des autorisations pour les représentants syndicaux pour participer au congrès et réunions des organismes directeurs au titre de l'article 17, et c'est s'appuie sur son contingent. Et vous avez le DAS, les charges d'activité de service. Il s'agit de l'autorisation donnée à un agent public d'exercer pendant son temps de travail, pendant ses heures de service, une activité syndicale au lieu de travailler pour la collectivité. Vous avez des DAS totales, vous avez des DAS partiels, vous en avez qui font une journée par semaine, qui sont à temps complet sur des décharges d'activité syndicale. Et donc ça, ce sont des contingents qui sont calculés en fonction de chaque organisation syndicale présentant une liste. Donc ça, c'était la slide que je vous avais donnée tout à l'heure. Donc sur quelle limite, ça dépend du contingent. Pour participer
au congrès, aux réunions statutaires pour tous les représentants syndicaux. Donc, à chaque renouvellement de ces instances sur l'article 17, que ce soit dans la collectivité, l'établissement public et nous, le centre de gestion, lorsqu'on va faire les élections professionnelles, on va attribuer juste après un crédit de temps syndical par organisation syndicale selon leur représentativité. Donc nous, c'est quelque chose qu'on essaie de préparer en amont parce qu'une fois qu'on a fait les élections, il faut vite qu'on leur donne le nombre d'heures de DAS, le nombre d'heures d'autorisation spéciale d'absence qu'ils vont avoir droit et ensuite, eux vont se le répartir entre eux. Nous, après, ça ne nous regarde pas. On verra que une collectivité peut refuser qu'un agent soit en DAS à condition de le motiver. Mais nous, c'est vraiment, ça va être un des chantiers qu'on va avoir l'année prochaine, ça va vraiment être les élections professionnelles 2026 qui se préparent dès maintenant par rapport à notre liste électorale. Le calcul, il est calculé au niveau de chaque CST, on va prendre les élections pour le CST, et c'est 1 heure pour 1000 heures de travail accompli par les électeurs inscrits sur la liste électorale du CST. D'où l'importance d'avoir une liste électorale à jour avec le nombre d'agents, leur position statutaire, leur quantité de temps de travail, pour savoir quel va être le gâteau à répartir entre les différentes organisations syndicales. Et évidemment, c'est normal, les organisations syndicales essayent d'avoir un maximum d'autorisation d'absence et un maximum de DAS, et donc d'avoir un maximum de gâteaux à partager, et donc ils sont très attentifs sur la liste électorale, mais nous, la liste électorale, on est dépendant des collectivités, de leurs informations. Donc nous, on ne prendra pas la responsabilité d'avoir des informations erronées, on se retrouvera vers la collectivité pour, ne serait-ce qu'au niveau déclaratif, connaître les effectifs et le temps de travail de vos agents. Donc 1 heure d'ASAS article 17 pour 1000 heures de temps de travail agent. Une fois qu'on a vraiment une vision claire du nombre d'heures d'autorisation spéciale d'absence qu'on va pouvoir répartir, en fonction des élections, on va avoir un calcul pour moitié en fonction du nombre de sièges et pour moitié en fonction du nombre de voix. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Puisque, en fonction du nombre du siège du CST, vous pouvez avoir un nombre de voix qui diffère. Vous pouvez très bien avoir quelques voix, mais malheureusement aucun siège, ou alors aucun siège. Malgré tout, il y aura même pas résiduel d'autorisation d'absence au titre de l'article 17. Et j'insiste toujours au titre de l'article 17, pas au titre de l'article 18, CST, CAP, CCP. Ça, il n'y a pas là-dessus. Presque ça, nous, une fois qu'on a fait ce calcul, on n'a plus la main. Moi, je ne sais pas qui part, où, sur quelles instances d'organismes directeurs, etc. Je n'ai pas le savoir. Notre travail, c'est tous les 4 ans de déterminer la répartition. Donc, je ne sais plus combien on avait l'année dernière, 4 ans, j'ai plus les trucs en tête, mais ça y est, on va refaire le calcul. Donc, il nous faut les informations assez tôt, justement, pour pouvoir anticiper le calcul sur le contingent des autorisations d'absence du type article 17. Sur les charges d'activité syndicale, donc là, c'est des fonctionnaires qui peuvent, pour pouvoir être, il y a le DAS, qui est une charge d'activité syndicale. Le DAS peut se cumuler avec un détachement ou une mise à disposition ou de la disponibilité, je ne vais pas sur les positions statutaires, mais c'est vraiment pour exercer une activité syndicale pendant les heures de service. On a des gens qui sont pour partie en DAS et pour partie détachés ou mis à disposition ou en disponibilité. Ce n'est pas interdit. Donc, je suis réputé être en activité, je suis sur 35 heures, je peux être à 50% en DAS et puis à 50% mis à disposition de mon organisation syndicale. C'est 2 régimes juridiques qui peuvent être complémentaires, mais pendant que je suis en DAS, je suis réputé être sur mon temps de service au profit de l'organisation syndicale qui les a désignés. C'est pour ça que je vous dis, y compris au niveau des DAS, nous, à part d'un point de vue financier, parce qu'on va voir qu'il y a un impact, nous, une fois que la répartition est faite, notre job, il s'arrête là. Et une fois qu'on a réparti le nombre d'ASA et le nombre de DAS, les OS désignent les bénéficiaires, si compatibilité avec les bonnes marques de service, et si l'autorité territoriale considère qu'il y a une incompatibilité
entre la décharge d'activité de service et l'agent. À ce moment-là, on doit simplement informer préalablement l'autorité territoriale. Et si l'autorité territoriale refuse, il faut motiver ce refus et inviter l'organisation syndicale à désigner un autre agent. Donc ça, c'est les négociations qui seront postérieures et sur lesquelles on n'a pas la main au niveau du centre de gestion. Et là, je vous disais qu'on était sur la règle des 1 heure pour 1000 heures de temps de travail. Là, pour les DAS, c'est en fonction du nombre d'agents inscrits sur la liste électorale. Donc là, très tôt, on va nous demander la liste électorale. On va demander, mais vous êtes sur quelle? Parce que là, en fonction du nombre d'agents inscrits sur la liste électorale, je vais avoir le nombre d'heures de décharge mensuelle qui va être à répartir. Et une fois que j'ai ma liste électorale qui est à jour, mon nombre d'heures mensuelles à répartir, je refais le même calcul que tout à l'heure, pour moitié en fonction du nombre du siège, pour moitié en fonction du nombre de voix. Donc c'est vrai que dès le jour des élections, on nous demande à avoir le mode de calcul. Donc, il y a 4 ans, à Camillon, on a fait une formule Excel pour essayer tout de suite de donner les résultats, non pas en termes de sièges et en termes de voix, mais en termes d'heures, les DAS. Et après, j'en finis là, sur 50 minutes quand même, les DAS, il est pris en charge par le centre de gestion. Donc là, je vais juste présenter, je pense que Coding va vous faire intervenir, puisque les collectivités qui sont affiliées au centre de gestion, nous, d'ailleurs, une répartition et ensuite une désignation, et le centre de gestion va rembourser les rémunérations supportées par les collectivités établissements qui ont des agents qui sont en DAS. Et donc je finis pour dire, on a besoin des collectivités, on a besoin de nous pour fiabiliser notre liste électorale et pour pouvoir donner ensuite le contingent des autorisations d'absence de l'article 17 et du DAS. Et voilà, c'est pour ça que nous, avec les référents territoires, on va vérifier point par point que notre liste électorale soit fiable. Et puis aussi, pour finir, dès que vous avez une demande d'un agent, est-ce que c'est une personne qui détient un mandat syndical, oui ou non? Si c'est non, c'est une réunion sur fond comment c'était l'article. Si c'est quelqu'un qui bénéficie d'un mandat syndical, c'est une ASA ou c'est dans le cadre des DAS, et c'est une ASA sur le fondement de quel article? Article 7, article 17, article 18. Et c'est vrai que dans le dialogue qu'on a avec les organisations syndicales avec qui on s'entend plutôt bien, on leur dit, mais toujours bien préciser le type de réunion ou le type d'autorisation spéciale d'absence. Voilà. Vous avez des questions? J'essaie de faire le plus clair possible, mais voilà, je ne sais pas si on va bien arriver. Voilà, juste pour compléter, si vous avez bien compris, les autorisations d'absence, elles sont gérées à l'échelle des CST. Donc ceux qui ont leur propre CST devront gérer les heures de leur CST. Toutes les autres collectivités qui sont rattachées au CST du CDG, c'est nous qui les gérons. Et pour une indication, nous avons, alors sur le dernier mandat, parce qu'on n'a pas calculé encore pour le prochain, nous avons donc eu au cours du dernier mandat un crédit d'heure d'autorisation d'absence que l'on rembourse aux collectivités, je dis ASA aussi, hein, mais en autorisation d'absence, de 2160 heures qui ont été réparties entre les 4 syndicats qui siègent au CST. Et ça, vous aurez, pour les collectivités, je sais qu'il y en a dans la salle qui ont leur propre CST, à calculer ce nombre d'heures. Donc, dans certains, il n'y aura qu'un syndicat, donc c'est facile, c'est lui qui a tout. Voilà, après, il y a une répartition. Mais ça, on reviendra vers vous, de toute façon, avec toute la préparation des élections, puisque au niveau des CST, pour ceux qui ont leur propre CST, c'est vous qui allez les faire, les élections, c'est pas nous. Par contre, les décharges d'activité de service, vous n'avez pas à vous en occuper. Le calcul de décharge d'activité de service est fait au niveau départemental. Donc, on aura besoin de vos éléments. Alors, on les connaît, je sais à peu près combien d'heures on aura au vu des effectifs, sauf si les collectivités ne nous ont pas adressé tous leurs agents, enfin les contrats, les arrêtés, etc. de tous leurs agents. Là, s'il y a d'un seul coup, j'en ai 500 de plus, effectivement, on peut peut-être changer de tranche. Donc, à aujourd'hui, au niveau des décharges d'activité de service, nous sommes sur le créneau de 1000 heures par mois. Donc, le maximum, multiplié par 12, hein, c'est 12 000 heures. Donc, les OS représentatifs peuvent se partagent au maximum 12 000 heures de décharge d'activité de service. Comme l'a dit Aurélien tout à l'heure, les décharges d'activité de service sont gérées au niveau du CDG, c'est pour le calcul. Il y a un échange entre vous et nous. Hein. Pardon.
elles sont à la charge du CDG. C'est une dépense obligatoire du centre de gestion. C'est la cotisation du 0,8 qui nous sert à rembourser les collectivités qui ont des agents en décharge d'activité de service. Pour vous donner une petite idée, entre les décharges d'activité de service sur une année, plus les articles 17 que nous remboursons pour les collectivités qui sont rattachées au CST du CDG, c'est un budget de 250 000 €. C'est pas anodin, le droit syndical pour un département. Et je ne parle que des collectivités affiliées. Donc vous avez la même chose sur la ville de Troyes, vous avez la même chose sur le département. Enfin, la même chose, enfin, je veux dire le même principe. Nous, c'est 250 000 € qui sont financés par une partie donc, de la cotisation obligatoire. Donc, quand je vous dis que le droit syndical prend à peu près un tiers, parce qu'il faut compter les 4 500 € que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, on rajoute les 20 000 €. On est un petit peu plus d'un tiers de la cotisation obligatoire. Donc, le centre de gestion doit faire tourner toutes les missions obligatoires, uniquement les autres, avec 2 tiers. J'en profite, c'est pour ça qu'il y a une cotisation additionnelle, parce qu'en fait, on n'y arrive pas. Ça ne peut pas, 1 plus 1, ça fait 2, on ne peut pas faire autrement. Voilà, donc nous, c'est 250 000 €. Ces décharges d'activité de service sont remboursées sur présentation d'un État. Alors, on a fait un petit peu l'inverse maintenant, c'est que c'est nous qui produisons l'État. Comme ça, on est sûr de les avoir. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que certaines collectivités, c'est bien, elles ne nous demandent pas le remboursement. On a eu le cas. Puis d'un seul coup, ça fait 3 ans que je n'ai pas demandé le remboursement. Et là, on me demande X milliers d'euros. Le centre de gestion, il est comme tout le monde, il a un budget à faire tourner, il a une trésorerie à équilibrer, et donc on ne peut pas, donc on refuse pas, on l'a fait, puisque, attention, il y a quand même la prescription quadriennale, donc il faut quand même faire attention, mais on l'a fait, mais ça peut me poser des problèmes. Vous voyez, des enveloppes, je ne suis pas sur 1 000 €, quoi. On est sur des enveloppes quand même relativement importantes, donc on étale le remboursement, on fait des remboursements au trimestre. Et comme il y a un document, Yamina reviendra vers vous après, pas aujourd'hui, mais quand on préparera les élections, il y a des fiches navettes là, entre vous et le syndicat et l'agent qui nous dit, mais moi j'ai été tant d'heures de DAS, j'ai eu tant d'heures d'ASA, etc. C'est signé de la part de l'autorité territoriale, c'est signé de la part du syndicat qui engage sa responsabilité en disant, mais oui, l'agent était bien chez moi. Puisqu'en fait, quand il est en DAS, vous n'avez plus de droit de regard sur ce que fait l'agent, vous ne savez pas ce qu'il fait. Par contre, c'est son employeur. Donc, s'il a un accident sur la route, s'il a quoi que ce soit, ça rentre, il est considéré en activité. Et on a déjà eu le cas, il y a très longtemps, mais vraiment longtemps, là, depuis les choses se sont vraiment remises d'aplomb, où on avait des agents, en fait, on ne savait pas où ils étaient. Donc là, les syndicats ont refait remis de l'ordre, et maintenant, ce sont des choses qui n'arrivent plus. Parce qu'ils engagent aussi leurs responsabilités. Et donc, c'est à la lecture de ces documents, on demande aussi le bulletin de paye de l'agent, et c'est nous, en fait, qui faisons les calculs avant de vous les donner. Enfin, on n'attend pas vos calculs, c'est nous qui les faisons. Vous n'avez plus qu'à les signer. Et on rembourse le traitement brut de l'agent, plus les charges, hors heures supplémentaires. Mais si l'agent a de la NBI, s'il a un supplément familial de 5 enfants, s'il a un régime une IFSE au plafond de ce qu'il peut avoir, nous, on rembourse. Donc, nous aussi, on est quand même relativement vigilants. Quand vous avez des organisations syndicales qui, par exemple, auraient le droit de ne mettre que des attachés, par exemple, ou que des ingénieurs sur les DAS, c'est pas tout à fait le même coup que lorsque je suis avec des agents techniques ou des agents de maîtrise. Ou de rédacteurs. Et donc, on essaye quand même d'avoir un équilibre, et c'est vrai, et on a de tout. Donc, comme le disait Aurélien tout à l'heure, on a des DAS très courtes, une journée par mois, voilà, et on en a qui sont à temps complet.